Qu'on y vienne attiré par ses temples légendaires ou ses plages paradisiaques, le Cambodge regorge de trésors. Et pour en percer les mystères, il ne faut pas hésiter à prendre les chemins de traverse. Terre imprégnée de rituels et de croyances, le pays a pris le virage de la modernité, comme en témoigne sa capitale, Phnom Penh. Mais loin de la frénésie des villes, les habitants ont réussi à préserver leur patrimoine naturel et artistique d'une grande richesse, leur savoir-faire et des pratiques culturelles ancestrales. Le Cambodge est niché entre la Thaïlande et le Vietnam, deux pays sur lesquels s'étendait l'Empire Khmer. Notre voyage débute à Siem Reap, où se trouve le légendaire site d'Angkor. Angkor a été la capitale de l'Empire Khmer de 802 à 1432. À son apogée, elle comptait 1 million d'habitants. Les centaines de temples que l'on peut admirer aujourd'hui ne représentent que la partie sacrée de l'ancienne cité. Les palais et tous les bâtiments construits en bois ont disparu depuis longtemps. Les rois khmers ont instauré le culte du roi-dieu, le Devaraja. Ce sont aussi d'infatigables bâtisseurs. Angkor Wat, construit à l'initiative de Suryavarman II, symbolise l'apogée de la civilisation khmer. Ce temple est devenu l'âme et le cœur du Cambodge. Le monument a nécessité l'emploi de 300 000 ouvriers et l'aide de 6 000 éléphants. La population cambodgienne est très attachée à ce site. Certains n'hésitent pas à louer des costumes traditionnels pour apparaître en photo devant le temple. La dernière enceinte avant d'accéder au cœur du temple est recouverte de bas-reliefs longs de 800 mètres. Ils illustrent des scènes d'épopées indiennes et les exploits guerriers du roi Suryavarman II. Le temple compte un labyrinthe de galeries. Certaines renfermaient des centaines de statues. Une grande partie a été dérobée lors des dernières guerres. À l'instar des autres temples montagnes de la province, Angkor Wat est une réplique miniature du cosmos. La tour centrale représente le mont Meru, axe du monde et lieu de résidence des dieux. Les continents sont figurés par les cours inférieures et les océans par des douves. Les marches abruptes symbolisent l'effort demandé pour accéder aux divinités. La tour centrale, haute de plus de 65 mètres, donne à l'ensemble sa somptueuse unité. Plusieurs parties sont en cours de restauration. Grès et latérite ont cependant bien résisté à ces nombreux siècles arrosés par de puissantes moussons. La cité reste un centre spirituel actif. À l'arrière du temple, près de la façade est, un stupa renferme la sépulture d'un sage. Tout un village dont il est originaire est venu lui rendre hommage. Brûler de l'encens permet aux fidèles d'établir un lien entre la terre et le ciel. Ce rituel religieux est pratiqué aussi bien chez soi sur l'autel des ancêtres que dans les temples et pagodes. Le parfum qui s'en dégage est destiné à attirer l'attention de la divinité ou de l'esprit et de lui transmettre ses prières. Les soirs de pleine lune, bougies et prières animent tous les temples de Siem Reap. Au tournant du XXe siècle, l'école française d'Extrême-Orient s'est vue confier les premières fouilles du site d'Angkor. On retrouve encore l'influence architecturale des colonisateurs dans quelques rues de Siem Reap. En retrait du centre, l'artiste Lim Mui Tim a créé un espace immense entièrement dédié à l'art khmer. Après des études d'art en France en 1994, il rentre au Cambodge et parcourt son pays.
Ma volonté était d'apprendre, surtout, et de connaître un peu plus la culture de mon pays. Du coup, en voyageant, en discutant avec des villageois, dans des contrées les plus reculées du pays, c'est uniquement par l'intermédiaire des objets et des ambiances, on va dire, de leur habitat, qui m'avait permis de mieux appréhender cette culture. Il expose aussi ses propres créations, très largement inspirées de la culture khmère. C'est d'abord le constat qu'il y a un très très grand vide au niveau culturel et artistique au pays après des années de guerre. Donc, et comme avec mon bagage artistique et technique de France, j'avais cette idée assez rapide, assez spontanée de nous organiser pour former les jeunes donc à ce secteur culturel, qui pour moi est primordial, parce qu'on n'est quand même pas loin du site d'Angkor, et du coup la filiation me paraissait assez directe. Parmi les traditions qu'il a souhaité préserver, l'art du laquage occupe une place importante. Cette technique est employée aussi bien pour décorer que pour protéger les objets en bois. L'idée était quand même de pouvoir s'approprier des formes et comment le transformer et l'adapter à un contexte beaucoup plus contemporain. Puisque malgré tout, j'étais comme éduqué en France. Du coup, cette visée contemporaine est restée comme très présente. C'était aussi sentir, comprendre, m'approprier pour ensuite trouver des voies de création possibles dans cette Cambodge qui est très meurtrie par la guerre. Le génie des différents constructeurs de la cité d'Angkor se constate aussi par leur création d'un réseau hydraulique sophistiqué. Ici, l'eau est omniprésente. Aujourd'hui, plusieurs douves se retrouvent congestionnées par des plantes envahissantes qu'il faut régulièrement arracher et évacuer. Dans le même temps, on essaie de les remplacer à plusieurs endroits par des nénuphars, offrandes particulièrement prisées pendant les cérémonies religieuses. À une dizaine de minutes en voiture d'Angkor Wat, un pont spectaculaire mène au site d'Angkor Thom. Entièrement borné de sculptures, il représente la bataille mythique des 54 dieux et des 54 démons. On distingue aisément de quel côté se situe le bien et le mal. Angkor Thom est la dernière capitale de l'Empire khmer. Le site s'étend sur près de 9 km². Le Bayon en est le cœur. Imaginé par le roi Jayavarman VII, il incarne le passage de l'hindouisme au bouddhisme Mahayana. On le surnomme le temple au visage avec ses 54 tours ornées de 216 visages souriants. Le lieu révèle sa splendeur à mesure qu'on approche. Cet édifice, comme beaucoup d'autres, était complètement enfoui dans la jungle. Il a fallu du temps aux chercheurs pour comprendre qu'il représentait le centre de la cité d'Angkor Thom. De magnifiques sculptures couvrent les murs des premiers et deuxièmes niveaux. Elles décrivent des scènes de la vie quotidienne du XIIe siècle ainsi que de grandes batailles. Un peu à l'écart et encore dissimulé par la végétation, le Thaprom intrigue. Il a été complètement englouti par la jungle, laquelle rappelle son incroyable conquête et domination sur la pierre. Avec une patience infinie, il a fallu désincarcérer les temples et les libérer de l'emprise d'arbres centenaires.
Toutefois, certains ont été préservés, garants de l'actuelle stabilité des édifices et partie intégrante de ces étonnants vestiges. Actuellement, plusieurs équipes d'archéologues effectuent des rénovations pour mettre en valeur les différentes tours et cours qui composent cet ensemble. Il n'est pas étonnant qu'un tel lieu ait servi de décor à plusieurs grands films d'aventure. À une petite heure de route de Siem Reap, nous parvenons au village de Bostor, au Kulin Elephant Forest, où le franco-cambodgien David Pio a créé un sanctuaire accueillant des éléphants. Autrefois exploités au service du tourisme, ils vivent à présent en liberté dans un immense espace vierge protégé. Ici, nous avons 11 éléphants et 445 hectares de forêt protégée, où ils vivent librement. Et ils sont libres d'avoir des comportements sociaux et naturels comme il se faut. Un éléphant mange en moyenne 200 à 300 kilos de végétaux par jour. Il est donc assez dévastateur pour la nature. Malgré les 445 hectares du parc, la gestion de l'espace doit être soigneusement planifiée. C'est tout ce qui concerne une vie saine pour un éléphant, c'est-à-dire la promotion d'un comportement social, un épanouissement mental, un soutien de santé. On s'occupe de tous leurs maux de ventre, leurs égratignures, tout ça. Vraiment tout pour s'assurer qu'elles peuvent vivre le plus longtemps possible. Au Cambodge, il reste une population d'éléphants sauvages entre 3 et 600 individus qui habitent dans les provinces frontalières avec la Thaïlande, le Vietnam et le Laos. La déforestation importante que connaît actuellement le pays ne va pas arranger les choses. L'un des moments favoris des pachydermes se déroule probablement durant la séance d'arrosage individuelle, où ils peuvent boire les quelques 60 litres d'eau dont ils ont besoin chaque jour. Dans le prolongement de Siem Reap, difficile d'imaginer que nous avons maintenant atteint la plus grande réserve d'eau douce du sud-est asiatique, le lac Tonle Sap. Ce système hydraulique qui combine rivière et lac connaît d'importantes variations de niveau selon la saison. En période sèche, comme c'est le cas actuellement, les eaux sont basses et la végétation a conquis une bonne partie des environs. Dans le village de Prek Toal, toute la vie se passe sur l'eau. L'école, les petits commerces, le village entier flottent quelle que soit la hauteur du lac. Ces eaux fluctuantes constituent un énorme réservoir de poissons, malheureusement menacé par la surpêche et la construction des barrages géants sur le Mékong en Chine. Les petits poissons sont très prisés pour la préparation du praok, une pâte à base de poissons salés et fermentés. Utilisé à l'origine pour conserver les prises, c'est devenu un condiment, puis un plat. Nous préparons du praok. C'est du poisson fermenté. Nous l'exportons en grande partie vers la Thaïlande. Ils nous l'achètent à un bon prix. À longueur de journée, munis de hachoirs et de gants de protection, toute la famille débite de petits morceaux. Les épiceries ambulantes se déplacent à la demande de leurs clients réguliers ou de ceux qui les interpellent. On cuisine ensemble à même le quai de la maison. L'épicière fournit des épices manquant à la pâte de poisson pimentée que prépare la mère de famille pour son déjeuner. Le tout dans le vacarme incessant des bateaux qui circulent. La vie lacustre est rigoureuse. Bientôt, la mousson débutera et le niveau du lac montera de plusieurs mètres, recouvrant toute la végétation avec un courant plus puissant.
Les jacinthes d'eau sont l'une des plantes invasives du lac qui pourrissent par le fond. Pourtant, une fois séchées, on est parvenu à leur trouver une utilité. Une façon aussi de compenser la baisse de la ressource en poissons. Il y a longtemps, à l'époque de mes grands-parents, nous pêchions et nous vivions avec des poissons. Aujourd'hui, ce n'est plus possible, parce qu'il n'y a plus assez de poissons. Il faut donc créer de nouveaux métiers pour des jacinthes d'eau, continuer à élever des poissons et créer des potagers. Les tiges des jacinthes sont livrées à une ONG toute proche qui va les valoriser. Les ouvrières sont en train de terminer la commande d'un grand tapis destiné à un hôtel de Siem Reap. Sur le lac, la jacinthe d'eau est une des plantes qui menacent l'environnement et ne présente que peu d'intérêt. Nous avons monté un projet qui s'appelle l'atelier des jacinthes d'eau. Nous utilisons des tiges pour ensuite les tresser et réaliser ainsi différents objets selon les besoins de nos clients. Une partie des revenus ira aux familles, une autre à l'association qui préserve l'environnement du lac. Entre la pollution et la multiplication des grands barrages, les menaces ne manquent pas. À la sortie du lac, dans le village de Totea, on pratique un art martial remontant au IIIe siècle et qui a failli disparaître, le bokator. Le cérémonial et la préparation se font avec minutie et respect. Le bokator avait disparu depuis longtemps. On pense depuis l'époque de Jayavarman VII, c'est-à-dire après l'abandon d'Angkor. Et ensuite, il y a eu les guerres. Cependant, grâce aux témoignages des bas-reliefs d'Angkor Wat, nous avons pu, avec l'aide de gens âgés, à qui on avait transmis quelques mouvements, reconstituer plusieurs enchaînements. Nous avons regroupé toutes ces informations en les comparant avec les bas-reliefs d'Angkor Wat pour obtenir quelque chose de pertinent. Après un petit échauffement sur les sacs, les deux entraîneurs du club simulent des attaques, qui, si elles étaient exécutées en mode réel, pourraient être très violentes. Cet art martial traditionnel khmer présente beaucoup d'intérêt pour la santé. Notre corps est plus solide. Lorsque l'on s'entraîne et que l'on combat, il développe le courage. Et si des circonstances dangereuses l'exigent, nous pouvons l'utiliser pour nous défendre. Grâce à tout ce travail de reconstitution, de nombreux jeunes ont été attirés par cette discipline spectaculaire, assurant ainsi sa pérennité. Nous poursuivons notre route vers l'est, près d'Anchi, pour nous rendre sur les rives du Mékong. Le pont de Kampong Dae est un nouvel exemple de la grandeur architecturale de la civilisation khmer. Daté du XIIe siècle, il ne montre aucun signe de faiblesse. Le bouddhisme au Cambodge existe essentiellement sous sa forme Theravada, à laquelle adhèrent plus de 95% de la population. Que l'on soit commerçant ou particulier, posséder un grand Bouddha est un signe important de dévotion et de spiritualité. Celui-ci pèse près d'une tonne. Oui, c'est de la roche naturelle. Il faut compter 20 jours à 2 personnes pour obtenir ce résultat. Anchi est un petit village installé sur les rives du Mékong, sur un site magnifique. Vivre aussi proche du fleuve demande quelques contreparties.
Toutes les maisons sont sur pilotis, car en saison humide, une bonne partie de ces terrains sont sous l'eau. En attendant la crue, on profite de la fin de journée au soleil, en rentrant le bétail ou en épluchant des légumes. Ici, un villageois termine un enclos pour les coqs de combat. Le fourrage des animaux est lui aussi préservé en hauteur. Du riz fraîchement récolté à proximité du fleuve est en train de sécher. Anchi est aussi connu pour sa fabrique de maisons et de meubles en bambou. Ils sont récoltés sur les berges du Mékong où ils poussent à foison. Les cannes de bambou sont baignées dans un bain à la composition restée secrète qui élimine tous les parasites éventuels et préserve leur longévité. Elles sont ensuite stockées et séchées au soleil pendant plusieurs jours. À quelques centaines de mètres de là, ce restaurant d'un hôtel fait partie de leurs réalisations les plus spectaculaires. Anchi abrite aussi un magnifique sanctuaire d'origine hindouiste qui surplombe le fleuve et s'étale sur plusieurs hectares. Le site a été un lieu de culte important à l'époque pré-angkorienne. Il accueille aujourd'hui une communauté de moines bouddhistes et une centaine d'élèves novices qui étudient les matières générales, mais aussi le pali et la théologie. Cette tour datant du 7e siècle est l'un des rares monuments épargnés par les bombardements pendant la guerre du Vietnam. Un peu plus au nord, le Mékong prend ses aises en s'évasant sur plusieurs kilomètres. Durant la saison sèche, les agriculteurs investissent les parties alluvionnaires pour faire pousser du tabac. Shinchorn a embauché ses voisins pour l'aider à récolter ses champs. Ils en ont pour 2 semaines environ. Il fait pousser un tabac brun, le Tim Kamay, très prisé par les Cambodgiens et les pays voisins. Selon ses moyens, on charge la récolte du jour sur une charrette à bœufs ou à bord d'un mototracteur. Nous lançons la culture du tabac sur l'île à partir du mois d'octobre. Nous labourons la terre et en novembre, nous amenons les jeunes pousses pour les planter. 3 mois plus tard, la récolte commence et quand elle touchera à sa fin, les premières pluies de la mousson vont commencer. Nous labourons à nouveau la terre et il sera encore temps de semer du sésame. Et lorsque la récolte du sésame est terminée, les crues commencent et toutes ces terres seront noyées. Shin a eu l'autorisation du sanctuaire pour faire sécher sa récolte à l'abri sous un temple. Pour se rendre sur l'île de Koh Trong, située au milieu du Mékong, un peu plus au nord, la seule solution est d'emprunter un bac. L'embarcation, à bout de souffle, a l'avantage de mettre ses passagers au diapason de l'île. Leur destination est un havre de paix, sans voiture et très calme. Seule une petite route cimentée de 9 km fait quasiment le tour de cet îlot. Les petites maisons coquettes sont entourées de champs de riz et de bananeraies. Koh Trong est réputé pour produire les meilleures pommelots de tout le pays. Sovani possède une petite plantation. Ses pamplemousses hors normes lui procurent un complément de revenus. La peau de ces fruits est bien plus épaisse que ceux que nous connaissons en Europe. Le pamplemousse de notre île Koh Trong est très recherché. Il possède une structure moelleuse, un goût sucré, et lorsqu'il est bien mûr, il est aussi bien juteux.
Les champs de riz ont été moissonnés pour la plupart. Ce sont les bananiers qui occupent les habitants de l'île, sans oublier les légumes qui poussent facilement toute l'année. Cette dame se souvient de son enfance. 1957 jusqu'à 1962. Moi, élève école primaire complémentaire de Cotron. C'était juste après la fin du protectorat français qui s'est achevé en 1953 lors de l'indépendance du pays. Sa voisine possède de grands champs de basilic de toutes sortes très utilisés dans la cuisine quotidienne. Elle ira les vendre sur le marché de Crattier. Ici, on utilise souvent les bambous. Il suffit de se servir sur les berges du fleuve où ils poussent en abondance. Il y a 3 ans, nous avons connu une crue importante sur l'île. On s'est retrouvé avec 3 mètres d'eau par rapport au niveau normal. Et lorsqu'il y a ce genre de crue, on ne peut plus circuler en vélo ou en moto sur l'île. On ne peut le faire qu'en bateau. À l'extrémité de l'île se trouve le village flottant des pêcheurs vietnamiens, une communauté présente depuis plusieurs générations. En remontant le fleuve par le nord, nous parvenons à Chlong, une ville qui a longtemps su tirer profit du traitement et du commerce de caoutchouc. Après l'indépendance, la ville est un peu tombée dans l'oubli, même si le commerce du bois y est toujours actif. Ces petits marchés sont très vivants. Ici, on ne vend pas seulement les produits, on les prépare pour la cuisine. Les marchandes épluchent et débitent des légumes pour rendre la cuisson plus facile ou pour confectionner une sauce. Les poissons du fleuve sont soit vendus frais, soit séchés et conservés dans le sel ou encore grillés sur place. Pour les connaisseurs, ces larves grillées sont un délice. Le relais de Chlong est un des rares bâtiments coloniaux encore en bon état. Il a été construit en 1916 par un riche commerçant de Crattier durant la période française du protectorat. Il a récemment été restauré et a retrouvé sa couleur d'origine avec ce jaune crème moutarde, si caractéristique des bâtiments de l'Indochine. Il abrite aujourd'hui un hôtel. À quelques kilomètres de Crattier, le bassin de Campi sur le Mékong est un lieu privilégié pour les dauphins de l'Irrawaddy. Mais cette espèce unique, qui peut vivre aussi bien en eau douce qu'en mer, est en voie de disparition depuis plusieurs années. La pêche de plus en plus intensive, pratiquée avec des filets en nylon, y est pour beaucoup. Tout comme les barrages hydrauliques et les systèmes d'irrigation qui réduisent leur habitat, sans oublier les pesticides. Chaque naissance répertoriée est saluée par les ONG comme un événement et nourrit l'espoir d'une prise de conscience plus importante. Sur la route qui nous mène à Phnom Penh, la capitale du pays, nous faisons une halte dans les faubourgs de Kampong Cham où se déroule un mariage. Un événement particulièrement important dans la vie sociale du pays. Parents et proches se sont regroupés à quelques centaines de mètres des lieux de la cérémonie pour défiler avec tous les cadeaux et les présents destinés aux mariés. Le photographe fait souvent office de maître de cérémonie. Il n'hésite pas à intervenir dans l'organisation pour obtenir les meilleurs clichés. Chai Sofek, la mariée, fait son apparition avec les demoiselles d'honneur. Elles viennent d'achever une longue séance de maquillage et de coiffure.
La mariée salue respectueusement tour à tour sa famille et sa belle-famille. Puis, avec Noam Chuneng, son futur époux, il salue leurs invités. Pour le mariage, c'est le marié qui paye le mariage. Donc, et aussi, c'est le marié et la famille des mariés qui donnent la dot à la famille de la mariée. La cérémonie coûte une petite fortune, près de 3 000 €, qu'en général la famille arrive à amortir avec les dons en espèces des invités. Sur la route de Phnom Penh, l'incontournable marché de Skun propose des mets délicats. Les vers et autres chenilles grillées n'impressionnent plus grand monde. Ce qui attire le plus les Cambodgiens, ce sont les migales. Ces araignées géantes étaient une source de protéines bienvenue pendant la guerre. Depuis, on leur prête des vertus médicinales multiples. À proximité, Udong a été l'ancienne capitale du pays entre 1618 et 1866. Au pied d'une colline sur laquelle se trouve une nécropole royale, la pagode Preah Arthros abrite une statue de Bouddha spectaculaire. Non loin de là se trouve un village où l'on crée des objets magnifiques. Shum Bepa et sa famille ont développé une technique particulière pour décorer des objets comme des boîtes à bijoux ou des figurines d'éléphants. Après avoir travaillé leur forme au marteau, ils les recouvrent d'une fine couche d'argent. Ce savoir-faire qui s'apparente à la dinanderie est très recherché. Tous ces objets, lorsque nous les mettons à la maison ou dans d'autres endroits, ils nous apportent le bonheur et la prospérité. Il y a des éléphants partout. Sur les temples d'Angkor à Siem Reap, lorsque nous voyons des éléphants, ils symbolisent alors le bonheur dans nos maisons. Il nous faut la présence d'un éléphant. Il représente aussi notre pays khmer. La vitalité de Phnom Penh a de quoi surprendre. En quelques années, des gratte-ciel ont surgi au confluent du Mekong et du Tonlé Sap. À force de résilience, elle est devenue une capitale moderne en plein essor. Avec un peu plus de 2 millions d'habitants, la ville s'est étendue le long du fleuve. Selon la légende, une vieille dame du nom de Pen aurait trouvé 4 représentations de Bouddha sur les berges du Mekong. Elle les installa sur une colline voisine et la ville s'éleva tout autour. Aujourd'hui, un temple occupe le sommet de la colline et Madame Pen a le droit à sa statue devant laquelle il convient de s'incliner. Le palais royal, résidence de l'actuel roi Sihamoni, dominait autrefois la ligne d'horizon de la capitale. Actuellement en grande partie en travaux de rénovation, il reste un marqueur important de la ville. À proximité, le ballet royal est en pleine répétition sous la houlette du prince Tesso Sisowat. Avant chaque séance, élèves et professeurs viennent se recueillir devant le portrait de la princesse Bupa Devi, qui a été longtemps la directrice du ballet royal après en avoir été une danseuse étoile. L'entraînement commence très jeune. Les artistes commencent à l'âge de 6 ans par des exercices d'assouplissement. Parce que comme vous avez vu, il y a besoin que les gens soient très souples. C'est une base très importante de notre danse. Il faut que le corps soit au maximum tendu, les bras, jusqu'au bout des doigts et tout le corps, de la tête jusqu'aux pieds. La préparation pour les grandes danses du répertoire que l'on exécute au palais pour honorer des visiteurs prestigieux demande beaucoup de temps. Il n'y a pas de boutons ou de bandes velcro sur les costumes. Chaque assemblage de tissu doit être cousu. Il n'y a pas non plus d'enregistrement sonore. L'accompagnement musical se fait en temps réel avec un orchestre. La danse de Sovan Macha ou danse de la sirène dorée fait partie de la légende indienne du Ramayana.
Le dieu singe essaie de construire un pont dans l'océan pour rejoindre le Sri Lanka avec des pierres, mais la sirène n'est pas d'accord. La danse Apsara est une danse nationalement connue et fait partie absolument de notre identité culturelle. Et chacun de nous connaît cette danse et aime cette danse parce qu'elle est le témoignage de ce qui est gravé sur les temples d'Angkor. À quelques pas du palais royal, le Wat Unalom est l'un des principaux centres religieux du Cambodge. Il est aussi le siège de l'ordre bouddhiste Maha Nikaya. Les principaux bâtiments ont été restaurés après avoir été détruits par les Khmers rouges en 1975. Quelques bâtiments de l'époque coloniale ont encore fière allure, comme le bureau de l'UNESCO ou la Poste. Le marché central, qui date des années 1920, exhibe encore ses bâtiments de style art déco. L'aile consacrée à l'alimentation est la plus animée. L'atmosphère y est envahie de toutes sortes de parfums et d'odeurs. Mets grillés, sauce soja, basilic, noix de coco et bien d'autres saveurs alléchantes. Habitués et visiteurs occasionnels partagent volontiers un coin de table pour avaler rapidement une soupe relevée ou déguster des brochettes de calamars grillés. Voisin du Palais Royal, le Musée national du Cambodge a été fondé par l'archéologue français Georges Grolier. Inauguré en 1920, il propose la plus belle collection d'art khmer sur près d'1 millier d'années. Cette œuvre pré-angkorienne présente une similitude troublante avec les statues des pharaons égyptiens. Le musée permet aussi de comparer les différentes représentations des divinités au fil des siècles. On ne peut quitter la capitale sans rendre un hommage à toutes les victimes du génocide de Pol Pot en 1975. Le lycée Tuol Svay Prey, plus connu sous le nom de S21, a été transformé par les Khmers rouges en prison de haute sécurité. Il constitue un témoignage bouleversant des atrocités commises entre 1975 et 1978. À l'extérieur de la ville, sur une île du Mékong, Kodash est connue comme l'île de la soie. Encore récemment, chaque maison, ou presque, avait son atelier de tissage en sous-sol. Mais les produits importés ont fait disparaître les fermes de verre à soie et de nombreux ateliers. Ici, on confectionne notamment des tenues d'apparat sophistiquées. Selon les motifs qui les composent, les prix de l'étoffe peuvent dépasser les 100 € l'unité. Ces tissus en soie servent à faire des robes de mariage. Il y a une demande importante pour cette soie. Les gens investissent beaucoup dans les mariages. La soie est désormais importée du Vietnam et les produits de confection venus de Chine ont mis à mal le marché. L'île produit une autre spécialité assez originale. Dans ces grands bacs, on fait cuire à longueur de journée du tofu, une spécialité asiatique à base de soja et un condiment très utilisé dans la cuisine quotidienne. Le principe est simple. En chauffant, le soja génère une sorte de peau, comme le lait.
Le lait de soja, en chauffant, crée une peau. Il faut alors la couper au milieu pour la récupérer et la faire sécher sur les barres. Il faut juste entretenir le feu et on peut ainsi récupérer plusieurs fois dans une même journée les peaux dans un bac. Après les avoir égouttés, il fera sécher sa collecte au soleil pendant une journée. Devenu solide, il n'aura plus qu'à être émietté au-dessus d'une soupe, d'une salade ou d'un plat chaud. Le sud du pays, à la frontière du Vietnam, présente des paysages inattendus. À Angkol, à côté de Kep, les marais salants sont encore en activité. L'arrivée de la saison sèche annonce le début des récoltes. En s'évaporant, l'eau de mer libère ses précieux cristaux de sel. Cao Vo-un travaille en famille. Cela fait près de 30 ans qu'il ramasse du sel. J'effectue 100% de mes récoltes ici sur ces marais salants. En général, on commence la récolte en janvier et elle peut se prolonger jusqu'en mai. Avant d'être emballé et vendu, le sel est nettoyé et enrichi en iode. Ces marais salants revêtent ainsi une importance vitale pour le pays. Kep était jusque dans les années 60 une station balnéaire huppée avant que les Khmers rouges ne la détruisent en 1975. Il ne reste quasiment rien du faste de l'époque. La ville est aujourd'hui principalement fréquentée pour son marché aux crabes bleus. Mais les crustacés se méritent. Ils sont pêchés au large à 5 ou 6 heures de bateau de la côte. Chaque jour, les pêcheurs confient le contenu de leur casier aux femmes qui attendent le chaland près du village. Crabes et autres fruits de mer font ensuite l'objet d'âpres négociations entre vendeuses et acheteurs. De très belles propriétés ont été reconstruites à Kep. Loin du tumulte de Phnom Penh, la ville permet de passer le week-end ou quelques jours de vacances au calme. Lip, la cuisinière de la propriété, adore préparer le crabe à ses invités. Aujourd'hui, je vais vous présenter un plat qui est une spécialité de ma région, ici à Kep. Il s'agit du crabe au poivre vert, un crabe au teint bleu. Alors voilà ce qu'il faut. D'abord du poivre, un crabe, de l'ail, oignons, poivre noir, de l'huile, de la sauce poisson, sel et sucre. Le poivre vert est un poivre frais qui vient d'être cueilli que l'on peut mettre dans la poêle avec le crabe. Il apporte une note très aromatique au plat sans pour autant être trop relevé.
Dans chaque village, il y a une pagode, comme ici au-dessus de Kep. Plus elle est belle et richement décorée, plus elle indique que les villageois sont de fervents pratiquants. Elle joue aussi un rôle social important, en accueillant des jeunes dont les parents n'ont pas les moyens de les envoyer à l'école. En général, dans la pagode Satadama Vihara, que l'on appelle aussi Nompun, il y a non seulement des moines, mais aussi des enfants du village qui font leurs études pour avoir une bonne éducation. Au-delà des matières générales ou de celles liées au bouddhisme, des bénévoles de la région viennent aussi leur donner des cours d'anglais. La région de Kampot et Kep en particulier sont connues dans le monde entier pour un poivre qui trône dans toutes les cuisines des grands chefs. Nous sommes chez Robert Caron qui depuis 4 ans a repris une exploitation de poivre bio. Les grappes sont presque mûres, bientôt prêtes pour être cueillies. Chaque plant, idéalement, va produire environ 4 kilos. Un plant adulte. Et cette année, c'est ce qui va se passer. J'ai certains plants qui sont très chargés et ça va me donner beaucoup de poivre. Ce que Robert préfère, c'est le poivre rouge, qui est plus compliqué à obtenir car il faut attendre que le grain atteigne sa pleine maturité. Le plus rare, et honnêtement, c'est celui que je préfère parce qu'il est moins fort, il est un peu plus fruité. Quelques kilomètres plus bas, la plantation est un domaine qui s'étire sur plusieurs hectares. Cette entreprise familiale a été créée en 2013 par un couple franco-belge, épaulé par un chef de culture qui est dans le poivre depuis 5 générations. La cueillette est sélective et réalisée en fonction de la maturité des grappes. Récolté vert, le poivre frais est difficile à conserver et à faire voyager malgré toutes les qualités aromatiques qu'il présente. Les grappes de poivre sont rapidement égrenées, puis les grains sont sélectionnés, lavés et échaudés. Ils vont ensuite être étalés et séchés au soleil pendant 2 à 3 jours. Nathalie Egui contrôle et goûte régulièrement toutes les variétés. Le poivre de Kampot, historiquement, il pousse dans la région depuis le XIIe siècle. Et c'est vrai qu'il bénéficie d'un terroir exceptionnel dans la région, qui est un mixte en fait, entre la qualité du sol argilo-calcaire, la proximité de la mer et l'environnement en fait, de montagnes et de petites collines. Chaque grappe est égrenée à la main, ce qui permet d'effectuer déjà un premier tri. Et ce qu'il y a d'important en fait, sur un poivre, et un poivre tel que le poivre de Kampot, c'est qu'en fait, il ne va pas brûler en bouche, mais par contre, il tient très longtemps. Donc un peu comme le vin, il a une longue tenue en bouche. Donc les arômes vont du poivre noir, plutôt eucalyptus, menthe, jusqu'au poivre blanc qui est vraiment l'essence du poivre qui va développer plus des notes d'herbes fraîches. D'agrumes. Le poivre rouge, quant à lui, est beaucoup plus fruité. Ce sont des grains très matures. Un terroir et un savoir-faire très ancien sont les secrets du succès du poivre de Kampot. Plus à l'ouest, Sihanoukville comptait parmi les plus belles plages du sud-est asiatique. Mais les récents accords commerciaux signés avec la Chine ont eu pour conséquence de bétonner une partie du littoral.
Il faut s'échapper à 1 heure de bateau sur l'île de Koh Rong pour retrouver la magie de ces plages magnifiques. Celle-ci s'étend sur 7 km de long et doit sa notoriété à de célèbres jeux télévisés d'aventure. Des Américains de Survivor aux Français de Koh Lanta, ce paysage de cartes postales attire les marchands de rêves. Le développement du tourisme sur l'île leur doit beaucoup. Koh Rong est traversé par 2 rivières d'eau saumâtre qui serpentent dans la jungle. À l'extrémité de l'une d'elles, le village de pêcheurs de Prek Swai est un peu le cœur de l'île. Au petit matin, tout est calme. Les pêcheurs sont rentrés de leur sortie nocturne et le village s'anime peu à peu par la présence des femmes et des enfants. De la noix de coco, on en tire à la fois des fibres pour tresser des cordes, mais on utilise aussi la pulpe que l'on retrouve dans de nombreuses recettes culinaires du sud du pays. Ce décor idyllique attise bien sûr les convoitises. Le projet le plus incongru pour cette île aussi petite est la construction d'un aéroport destiné à desservir un complexe de plusieurs centaines de villas. La construction pourrait même démarrer très prochainement. Mais aujourd'hui encore, l'île de Koh Rong représente un lieu de repos de toute beauté, préservé du tumulte des villes. Une destination de choix dans notre visite du Cambodge et un lieu de vie inspiré.